Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de la TFM, le 20h. Voici les titres. Le Fonds monétaire international et le Sénégal jouent les prolongations dans les discussions en vue d'un nouveau programme pays entre Dakar et l'institution financière internationale. La mission, qui se déroule depuis le 22 octobre dernier, est rallongée de quelques jours pour poursuivre les négociations sur les politiques et réformes qui étayeront le programme. Nous reviendrons sur la mort par noyade de deux frères dans un bassin de rétention des Parcelles Assainies de Kaolack. L'autopsie des corps a été effectuée ce matin à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. La famille sous le choc attend les résultats avec foi. Ahmed Ndoye sous bracelet électronique, ainsi en a décidé le doyen des juges d'instruction qu'il a inculpé le chroniqueur de la CNTV pour des propos jugés offensants pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans l'affaire Madiambal Diagne, la Cour d'appel de Versailles a mis en délibéré la demande d'extradition introduite par les autorités sénégalaises au 25 novembre prochain. Nous ouvrons donc ce journal sur la mission du Fonds monétaire international qui séjourne au Sénégal depuis le 22 octobre dernier et qui devait s'achever ce 4 novembre. Nous apprenons sur le site internet du journal Le Soleil que la mission a été prolongée de quelques jours, le temps de poursuivre les discussions sur les politiques économiques et financières ainsi que sur les réformes qui vont sous-tendre le programme entre le Sénégal et l'institution financière internationale. Selon nos confrères qui citent un porte-parole du FMI, la visite en cours a été fructueuse jusqu'à présent. La même source précise qu'une déclaration finale sera publiée à l'issue de la mission. Le président de la République, le chef de l'État, a présidé ce mardi l'ouverture de la 8e édition du Salon international des mines au centre de conférence international Abdou Diouf Sicad. Il a rappelé avec force que les sociétés minières doivent apporter du progrès et non se limiter à exploiter des ressources, soulignant qu'aucune mine ne saurait prospérer là où l'humain décline. Écoutons Bassirou Diomaye Faye au micro d'Abdou Diouf Diagne et Amadou Bamba Samb. Plus que jamais, les sociétés minières doivent devenir des partenaires du progrès et non de simples exploitants de ressources. Il est donc impératif que les activités minières s'inscrivent dans une logique de conformité aux standards internationaux les plus exigeants en matière de protection de l'environnement, de santé, de sécurité au travail, de droits humains et de responsabilité sociale. À ce titre, aucune mine ne doit prospérer là où l'humain décline et aucun projet ne doit se développer au détriment des générations futures. J'invite également les opérateurs à renforcer leur ancrage territorial en intégrant de manière proactive les préoccupations des communautés impactées. Cela suppose une concertation permanente avec les parties prenantes locales, une transparence accrue dans la gestion des retombées économiques et la mise en œuvre de programmes de développement communautaire adaptés, inclusifs et durable. Il ne saurait être acceptable que les investissements prospèrent dans les zones où les populations riveraines demeurent dans la précarité la plus complète. L'exploitation minière ne doit pas être une source de fracture sociale, mais un levier de cohésion, de progrès partagé et de dignité retrouvée pour les territoires concernés. Après les mines, le climat réuni sous le mot d'ordre justice climatique, les organisations de femmes ECOFEM exigent réparation de la part des pays pollueurs à l'approche de la COP 30 au Brésil. Elles dénoncent une injustice qui rend les femmes doublement vulnérables face aux crises climatiques. ECOFEM menace, sans action concrète d'ici 2030, la complexité des crises s'aggrave
Gavra. Écoutons Khadi Kamara, présidente de l'association Engagement climatique et citoyen pour les organisations de femmes Ecofem, au micro de Al-Hassan Ba et Amadou Ba. Le monde rural se mobilise, c'est parce que la crise climatique est à la jonction d'une crise environnementale, sociale, avec des impacts négatifs qui renforcent les inégalités, la perturbation des écosystèmes, la perte de la biodiversité, l'insécurité alimentaire et surtout la pauvreté. En 2021, je l'avais dit, j'avais fait allusion à ce rapport de l'OMM, j'aime bien le rappeler, qui nous disait que si on ne fait rien d'ici 2030, 118 millions d'Africains seront confrontés à l'extrême pauvreté et à l'extrême famine, sans compter les pandémies. Aujourd'hui, à travers les hotspots, c'est-à-dire les phénomènes de catastrophes extrêmes, nous sommes en train de vivre une chaleur extrême au Sénégal. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas faire la marche des femmes pour la justice climatique et d'initier cette activité. Donc, vous avez également vu ce qu'on est en train de vivre à travers les maladies comme le Mpox, qui ne cesse de se développer au Sénégal avec tous les jours. On nous annonce des cas encore supplémentaires. Donc, on vous l'avait dit l'année dernière, à travers le plaidoyer pour la marche des femmes pour la justice climatique. L'année dernière, je vous avais dit que si on ne fait pas attention, d'ici l'année prochaine, le Sénégal pourrait être confronté à de nouveaux types de maladies. Revenons maintenant sur ce drame qui s'est produit aux Parcelles Assainies de Kaolack avec ces deux frères qui se sont noyés dans le bassin de rétention. Les corps de Babacar et Serigne Fallou, des deux enfants donc de même parents morts noyés dans ce bassin de rétention à Kaolack, ont été soumis à l'autopsie ce matin à l'hôpital général Idriss Pouye de Grand Yoff. Les parents angoissés affirment accepter le décret divin qui vient d'être signé sur leurs enfants, mais ils attendent les résultats de l'autopsie pour pouvoir faire leur deuil tranquillement. Pour plus de détails, suivons le reportage de Pape Djibril Gueye et Diafar Abba. À l'hôpital général Idriss Pouye, les corps sans vie de Babacar et Serigne Fallou Ngom sont soumis à un examen d'autopsie. Les deux frères retrouvés noyés dans un bassin de rétention à Kaolack. Mais autopsie bi ga gennagut mais lu mënti génn rek. Nous attendons les résultats de l'autopsie, mais quoi qu'il arrive, nous rendons grâce à Dieu, car lui seul sait ce qui s'est réellement passé. L'autopsie permettra d'apaiser les cœurs et nous permettra de faire tranquillement le dalal xol yi famille bi dina tax yaayam en nekk ci jàmm ñu ñi ay nijaayam tamit nekk ci jàmm. Ce drame relance le débat sur la sécurisation des bassins de rétention. Aujourd'hui, c'est une situation très compliquée. Les maires doivent prendre leurs responsabilités et de donner des contrats aux jeunes du quartier pour que les jeunes puissent vraiment surveiller les bassins, pour qu'on essaie vraiment de barrer donc ce phénomène, parce qu'à chaque fois, les mêmes problèmes reviennent. Babacar et Serigne Fallou, partis à la fleur de l'âge, seront inhumés après l'autopsie. Que la terre leur soit légère. S'agissant de Serigne Fallou Ngom, justement, l'autopsie dont nous venons de recevoir les résultats conclut à un décès compatible avec une submersion, asphyxie par noyade, et le médecin légiste a également noté une absence de lésions traumatiques. Avant d'être retrouvés dimanche. mu jër yaakaaram yëpp Ibra dafa yéex a am doom. C'est dans ce bassin de rétention situé à Kaolack que les deux frères Fallou et Babacar ont été retrouvés morts ce dimanche.
Ils avaient été portés disparus depuis vendredi juste après la prière. La famille inquiète les a cherchés partout sans obtenir la moindre information. À mon retour du travail, leur maman m'avait annoncé qu'ils étaient recherchés. Je lui ai répondu en la taquinant qu'ils étaient sûrement partis quelque part. Finalement, la voisine Seynabou a été appelée pour vérifier le bassin de rétention où 2 corps sans vie ont été découverts. Je n'ai pas reconnu le plus grand, mais le plus petit, oui. C'est moi qui lui avais acheté le caleçon qu'il avait mis. C'est ensuite qu'elle a averti le père des enfants. Je reconnais le caleçon du plus petit. Ils étaient tous déshabillés. Je n'ai pas vu leurs chaussures, juste les vêtements. L'un, je l'ai reconnu par son caleçon, mais le cadet, c'est par sa coiffure que je l'ai identifié. Je ne voulais même pas regarder l'aîné. Toutefois, il déplore que ce bassin à ciel ouvert ne soit pas clôturé afin d'assurer la sécurité des riverains. On doit surveiller le bassin pour éviter que des enfants y entrent. Ce n'est pas sécurisé. Il paraît même qu'il y a un dépôt d'ordures non loin. Aucune sécurité. La famille attend désormais la restitution des corps pour procéder à leur inhumation. Il faut cependant attendre les résultats de l'autopsie. En attendant, une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de la mort des 2 enfants. Voilà, ces récits bouleversants du père et d'une voisine de la famille des 2 enfants disparus, noyés dans le bassin de rétention des parcelles assainies de Kaolack. Je vous rappelle que l'autopsie a été réalisée ce matin à l'hôpital général de Grand Yoff. Idrissa Pouye donc, autopsie qui a conclu à une mort par noyade avec absence de lésions traumatiques. Restons sur cette actualité puisque notre rédaction s'est rendue à Madina Gounass dans la banlieue de Dakar où ces bassins de rétention créés à l'époque par le président Abdoulaye Wade suscitent aujourd'hui l'inquiétude des habitants et des riverains. Reportage Habib Faye. Habib Faye que nous allons retrouver certainement dans nos prochaines éditions. Venons-en maintenant au calvaire des populations de Pikine, Toundoutal, Bakhlai et Pikine Tableau-Walo. Les canaux d'évacuation des eaux usées sont ouverts depuis plus de 5 ans. Nous sommes dans la région de Saint-Louis. La route est désormais impraticable. Les eaux usées hantent le sommeil des populations de ces différents quartiers de la ville de Saint-Louis. Donc, elles demandent de l'aide. Ousseynou Diop et Habib Seck, reportage. À Pikine, les eaux usées hantent le sommeil des populations. La route est impraticable. L'odeur nauséabonde envahit tout le quartier aux grandes dames des populations. Les personnes du troisième âge ne peuvent plus vivre dans le quartier. C'est pire encore pour les enfants. C'est pourquoi nous voulons de l'aide. Parce qu'il y a beaucoup de maladies ces temps-ci dans toute la région de Saint-Louis. Les autorités nous avaient promis un changement, mais depuis lors, nous sommes là et on attend. Nous voulons vraiment de l'aide et nous prions pour qu'elle nous entende. Selon Mohamed Diouf, les populations de Pikine vivent cette situation depuis plus de 5 ans. Il invite les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver les Pikinois. Toutes les maisons ont déjà payé le 36 000 francs ou 37 000 francs. On n'a plus de route normale. On vit énormément des difficultés à cause de l'eau. Ce que vous faites encore, président de la République, que vous nous aidez avec votre gouvernement. La route de Pikine, notamment le tronçon de Tableau-Walo à Toundoutal-Bakhlai, est devenue impraticable. Le Tifa commence à pousser au milieu de la route, ce qui inquiète les femmes de Pikine. Les autorités ne viennent même pas ici. Les jeunes du quartier organisent parfois des journées de mobilisation pour évacuer les eaux. Mais présentement, tous les jeunes sont malades à cause des eaux usées.
Les populations de Pékin souffrent le martyre depuis plusieurs années. Désormais, elles veulent prendre leur destin en main et sollicitent l'accompagnement des autorités pour doter leur quartier d'un assainissement digne de son nom. Je vous le disais, notre rédaction s'est rendue aujourd'hui à Médina Gounass dans la banlieue de Dakar où les bassins de rétention créés à l'époque par le président Abdoulaye Wade suscitent l'inquiétude des riverains. Reportage Habib Faye. Le drame a bouleversé tout un quartier. 2 enfants ont trouvé la mort dans un bassin de rétention. Dans la banlieue de Dakar, ces ouvrages construits à l'époque du président Abdoulaye Wade sont aujourd'hui devenus un danger permanent. Comme vous pouvez le constater, les enfants jouent ici tous les jours et descendent souvent dans le bassin. Récemment, ils y ont tué un reptile et à l'heure actuelle, nous ignorons combien d'autres reptiles s'y trouvent. La sécurité fait défaut et en plus du risque pour la sécurité, c'est tout l'environnement du quartier qui est menacé. Les odeurs nauséabondes et la prolifération des moustiques inquiètent les riverains. Il y a des ordures, des moustiques et des mouches. Tout cela nous épuise, sincèrement. Aujourd'hui, si une réhabilitation a été effectuée et que les moustiques étaient éradiqués, ce serait beaucoup mieux pour nous, habitants de ce secteur, ainsi que pour d'autres comme moi qui fréquentent régulièrement cet endroit. Mais cela reste impossible à cause des moustiques. Malgré tout, certains habitants utilisent encore les abords du bassin pour de petites activités de subsistance. Mais tous espèrent voir ces lieux réhabilités, nettoyés et sécurisés. Le service d'hygiène menait des opérations de désinfectisation, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Même le maire de la commune y participait auparavant, mais il n'a plus les moyens. Si la réhabilitation a été réalisée, les personnes pratiquant la culture maraîchère pourraient travailler en sécurité et gagner leur vie dignement. À Kaolack, comme dans plusieurs quartiers de la banlieue, les bassins de rétention, autrefois symboles de lutte contre les inondations, sont devenus des zones à risque. Les populations interpellent le gouvernement. Elles réclament des actions concrètes pour leur sécurité, leur santé et pour le bien-être de toute la communauté. Allons à Niag pour parler du projet immobilier de Casa Orascom qui ravive les tensions autour du lac Rose, tandis que l'association Art Lac Rose s'oppose fermement à la construction d'une nouvelle ville entre le lac et la mer, dénonçant un risque majeur pour l'écosystème et les communautés locales. Une partie de la jeunesse, au contraire, défend une initiative qu'elle juge porteuse de développement et d'opportunités, deux visions qui s'affrontent. Dans ce reportage signé Abdou Diouf Diagne et Amadou Bamba Samb. La colère gronde. Les membres de l'association Art Lac Rose disent non au projet immobilier porté par l'entreprise égyptienne Casa Orascom. Le dit projet prévoit l'édification d'une nouvelle ville entre le lac et l'océan. Brassard rouge au bras, les manifestants dénoncent un projet qu'ils jugent lourd de conséquences écologiques, économiques et sociales. Plus de 40 000 pieds de pharaon ont été plantés par les populations entre 2005 et 2006. Là, le projet va le détruire. Le projet va détruire les dunes. Le projet va empêcher l'infiltration de l'eau vers le lac, entraînant inéluctablement le dessèchement du lac Rose. Donc la disparition de ce lac Rose, avec comme corollaire l'arrêt de l'exploitation du sel et effectivement une zone aride où aucune activité économique n'est envisageable. Ce projet répond à un seul objectif, des intérêts économiques d'une multinationale étrangère. Une frange de la jeunesse de la commune prend le contre-pied des contestataires. Selon elle, la commune de Tivabonne-Peulh, confrontée à un déficit criard d'infrastructures, a besoin de ce projet pour accélérer son développement et offrir de nouvelles opportunités aux habitants. Parce que si vous voyez dans notre commune, Tivaouane-Peulh-Niaga, tout ce que nous avons besoin, nous sortons ailleurs pour le chercher. Nous n'avons pas des hôpitaux. Il nous manque des postes de santé, nous n'avons pas de routes, il n'y a pas d'éclairage public et il y a l'insécurité. De ce fait, ce projet, il y a tout dans ce projet. C'est pour cela que nous accueillerons ce projet avec des mains ouvertes, avec des cœurs ouverts,
pour que nous pouvions accéder à tout cela. Car ça nous manque vraiment. Entre défense de l'écosystème et quête de développement, le projet Casa Oroscom divise profondément. Reste désormais à l'État de trancher entre deux visions d'avenir. Préserver le lac Rose ou miser sur une nouvelle ville. Évoquons à présent cette opération coup de poing lancée ce mardi par la brigade régionale de l'hygiène de Dakar. L'opération visait les moyens de transport du pain et les lieux de vente d'aliments. Voici le capitaine Idriss Ndiaye, chef de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar, au micro de Al-Hassan Ba et Alioune Diagne. C'est souvent des Jakarta qui font ce transport. Vous savez aussi que c'est souvent des vélos qui font ce transport et même des véhicules qui ne respectent pas trop les normes d'hygiène. Donc nous avons vraiment décidé à partir d'aujourd'hui de faire un contrôle beaucoup plus accru des conditions de transport de ce pain-là. Donc la deuxième problématique qui a prévalu par rapport à cette tournée, c'est surtout donc, le contrôle des denrées alimentaires au niveau des écoles. Donc vous avez vu précédemment dans les réseaux sociaux un enseignant qui a mis en ligne un type de boisson et qui en réalité, selon ce dire, sert en réalité de tabac. Donc nous avons essayé un peu de vérifier tout cela sur le terrain et en même temps de faire un contrôle beaucoup plus accru des autres denrées alimentaires qui sont vendues au niveau des écoles. Et la troisième activité qu'on a menée aujourd'hui, c'est le suivi des boutiques qui avaient l'habitude de vendre autre chose que des denrées alimentaires qui sont autorisées donc, dans leurs locaux. Nous avons donné des instructions à l'ensemble des sous-brigades que d'ores et déjà, dans leurs activités de routine, d'intégrer le retrait systématique donc du pain vendu transporté dans des conditions d'hygiène qui ne répondent pas aux normes. Autre aspect de l'actualité, le doyen des juges d'instruction a entendu et inculpé le chroniqueur Ahmed Ndoye ce mardi. Le juge d'instruction du premier cabinet lui a accordé une liberté provisoire avec port de bracelet électronique. Selon l'un des avocats d'Ahmed Ndoye, Maître El Hadj Diouf, le procureur avait demandé le placement sous mandat de dépôt du collaborateur de la Sen TV. Ahmed Ndoye avait été convoqué jeudi dernier à la section de recherche de la gendarmerie. Il avait fait l'objet d'un retour de parquet après son déferment devant le procureur de la République. Il est poursuivi pour des propos jugés offensants pour le Premier ministre Ousmane Sonko à son titre de personne exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l'État. Quant à Madiambal Diagne, il sera édifié le 25 novembre prochain sur la suite que la Cour d'appel de Versailles va donner à la demande d'extradition lancée par le Sénégal à l'encontre de Madiambal Diagne. L'audience a eu lieu ce matin. À la sortie d'audience, Madiambal Diagne est longuement revenu sur cette affaire et s'est dit victime d'une oppression politique et d'une persécution politique. Ses propos sont recueillis par Fatima Touré. Vous êtes tous témoins que depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau régime, je suis victime de persécutions. J'ai reçu des menaces de mort, des menaces de saisie de mes biens. Pourquoi tout cet acharnement? C'est parce que j'ai osé alerter que l'accession de ce régime au pouvoir représenterait un danger pour la stabilité du pays. Aujourd'hui, il a fabriqué un dossier qui ne respecte aucune présomption d'innocence. Tantôt, il parle d'un rapport de 2020, tantôt d'un rapport de 2023. Le rapport du CENTIF a été signé le 11 juillet 2023 par M. Sibi, le même qui a été nommé à la tête de la CENTIF le 18 septembre 2024. Cela démontre clairement que le régime actuel cherche à me liquider. Un homme âgé de 40 ans de nationalité guinéenne a été retrouvé mort dans sa chambre, informaient les sapeurs-pompiers de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou. Et les éléments du commissariat central se sont déplacés sur les lieux.
Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Les faits se sont déroulés au quartier Montagne Rouge de la commune. Une enquête a été ouverte. À Ziguinchor, une travailleuse de nuit porteuse du virus du sida arrêtée et poursuivie pour une infraction quelque peu insolite. Une travailleuse de nuit porteuse du virus donc arrêtée et poursuivie. Nelly, c'est son surnom, est mise aux arrêts parce qu'elle est soupçonnée de vouloir transmettre le VIH au maximum de personnes possible. La région de Ziguinchor a déjà un taux de prévalence supérieur à la moyenne nationale. Le récit de Boubacar Diassi. Information, une travailleuse professionnelle de nuit qui est porteuse du virus du sida a été arrêtée à Ziguinchor. Elle est soupçonnée de vouloir contaminer le maximum de Sénégalais. Surnommée Nelly, la Nigériane de 23 ans exerce ce métier de travailleuse de nuit dans la capitale sud du pays où elle se serait établie depuis le premier trimestre de cette année. Selon nos informations, la Nigériane aurait été dénoncée par une personne qui aurait présenté des captures d'écran issues de WhatsApp pour étayer ses propos. Toujours selon nos informations, la mise en cause qui aurait travaillé en Gambie avant de venir à Ziguinchor a été arrêtée dans un bar. Lors de l'interrogatoire, elle aurait nié les faits qui lui sont reprochés. Cette affaire relance la problématique liée au taux de prévalence du sida dans la région de Ziguinchor. Cette région qui est frontalière à la Gambie au nord et à la Guinée-Bissau au sud a un taux de prévalence du sida égal à 1,5% depuis 2017 contre 0,3% au niveau national. Chez les travailleuses de nuit, officiellement reconnus et répertoriés, ce taux est doublé car il est égal à 3%. Et si l'on y ajoute celles qui travaillent dans la clandestinité, le cumul du taux est de 6,5%. Toujours selon nos informations, le taux de prévalence du sida chez les drogués qui utilisent les seringues pour s'injecter est de 4%. Le constat est donc amer dans la région de Ziguinchor, une région qui, comme toutes les autres régions du pays, a une population majoritairement jeune. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal dénonce une nouvelle entorse à la loi de la part du ministère en charge de la communication, des télécommunications et du numérique qui a rouvert la plateforme du Fonds d'appui au développement de la presse sans consultation préalable ni respect des dispositions légales encadrant ce processus. Écoutons à ce propos Ibrahima Lissa Faye, membre du CEDEPS, au micro de Fatima Touré. De presse du Sénégal condamne la méthode cavalière du ministère de la Communication qui a fait une sortie médiatique pour annoncer l'ouverture de la plateforme. Or, d'habitude, c'est à travers un communiqué qui fixe les modalités, les étapes du processus ainsi que la composition de la commission. Parce qu'en réalité, le Fonds d'appui et de développement de la presse, le FADP, est régi par un décret qui fixe en ses articles 4, 5, 7, 10 et 11 les modalités d'octroi de ce fonds-là. Or, le ministre a violé l'ensemble de ces dispositions-là et n'en fait qu'à sa tête. Et donc, le CEDEPS a décidé de saisir la justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en tout cas dénoncer cette forfaiture-là et demander le respect de la loi. Et curieusement, le ministère qui appelle au respect des critères édictés dans ce décret-là viole lui-même les dispositions de ce texte. Et donc, ce qui n'est pas possible. Et nous interpellons le président de la République, nous interpellons le Premier ministre, nous interpellons toutes les forces de la nation. Avant de refermer ce journal, notez que Dakar accueille la conférence internationale Femmes et Sport du 7 au 9 décembre prochain. Une première organisée par la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, Conféges, pour pousser les jeunes filles et les femmes à aller chercher des postes de responsabilité et à pratiquer du sport. Le compte-rendu de la conférence de presse de lancement officiel avec Cher Sad Boudjara et Amadouba. Dans une volonté de bouger les lignes en faveur du leadership féminin dans le sport,
La CONFEJES organise la conférence internationale Femmes et Sport en Afrique du 7 au 9 décembre prochain à Dakar. Nous avons adopté une approche participative pour organiser la conférence avec des panels ministériels, des séances plénières et des travaux en atelier, parce que les conclusions de cette conférence seront partagées à tous les acteurs importants qui défendent la cause de l'égalité femmes-hommes. Un comité scientifique a été mis en place et a validé les thématiques, le rôle du sport dans l'émancipation des femmes, les femmes et le leadership sportif, perspectives et défis actuels, bonnes pratiques et politiques d'inclusion des femmes dans le sport, mentorat et réseautage en faveur des jeunes leaders féminins, équité et égalité des genres dans les compétitions sportives. Une aspiration, un défi à concrétiser par tous les acteurs à l'issue de cette conférence dont les modalités de participation sont connues. Il faut s'inscrire en ligne. Jusqu'à il y a 4 jours, l'inscription était à $100, donc 60 000 francs. Depuis le 1er, elles sont passées à 120 000. Et à partir du 23 novembre jusqu'au 6 décembre, ça passera à 180 000 et le jour J, ce sera 300 000. Pour les étudiantes, nous avons l'inscription est à 30 000 francs. L'hébergement et la restauration sont à la charge de chaque participante. La conférence internationale Femmes et Sport en Afrique, en prolongement de la traditionnelle semaine de la CONFEJES du 1er au 7 décembre prochain, un avant-goût de celle prévue en juillet 2026 à Birmingham, en Angleterre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi, mais restez avec nous dans un instant, notre invité de ce soir.